Après d'intenses délibérations, la rédaction de jeuxvideo.fr a élu ses 3 jeux du mois, son titre à télécharger, sa déception et son coup de cœur. Et c'est parti pour la sélection des mois de juillet et août 2012. Alors qu'Activision n'y croyait plus au point de mettre le projet à la poubelle, Square Enix a finalement transformé True Crime Hong Kong en Sleeping Dogs. Quelques ajustements plus tard, voilà un GTA-like très solide à défaut d'être original. Les personnages sont attachants, l'ambiance au rendez-vous et le gameplay bien dosé. Sleeping Dogs est un titre que l'on recommande chaudement à tous les amateurs de monde ouvert. Alors Sleeping Dogs, c'est un jeu qui rappelle que la qualité d'un jeu bac à sable vient en grande partie et d'abord de la consistance de son décor. En l'occurrence, c'est la ville de Hong Kong. La ville de Hong Kong est très crédible, on a vraiment l'impression d'y séjourner. L'univers correspond un petit peu au film hongkongais qu'on peut voir à la télé avec ses bastons complètement déjantés, ses courses-poursuites sur les toits, ses petites courses-poursuites en ville. Au niveau gameplay, il emprunte un petit peu partout des choses, voilà, des mécaniques de jeu éprouvées et il les restitue plutôt très bien. Le joueur accroche à son expérience de jeu par tous ces petits moments a priori anecdotiques de balade presque sur le mode touristique où le décor se rassemble en pur moment authentique où on a l'impression que les passants peuvent sortir et leurs poubelles dans la rue, que les gens s'alpaquent, qu'il y a une petite vie comme ça avec vraiment une configuration du décor, des balconnets, enfin, qui prend vie. En plus, il est doté, je trouve, d'une réalisation qui tient tout à fait la route, en particulier sur PC où le jeu est vraiment très beau. Alors c'est sûr que ça n'a pas l'ampleur d'un GTA, mais honnêtement, il y a vraiment de quoi faire avec ce Sleeping Dog et on s'amuse vraiment bien. Sleeping Dogs n'évite pas tous les écueils du genre, à savoir que les missions se répètent avec une espèce de petite mécanique qui peut finir par lasser. GTA V n'est pas encore là, donc il y a vraiment moyen de s'amuser et de vivre une expérience GTA-like différente. Et c'est vraiment quelque chose qui fait qu'on recommande très fortement ce Sleeping Dogs aux amateurs du genre. Tyria. 7 ans après un premier épisode qui avait secoué le petit monde du MMO tenu par World of Warcraft, Guild Wars 2 compte bien à nouveau titiller le mastodonte de Blizzard. Toujours pas d'abonnement et une approche qui se singularise des MMO classiques par petites touches. Les nouveautés sont légion en PvE et PvP et si les ficelles sont les mêmes qu'en 2005, l'expérience s'en retrouve transfigurée. Un jeu à ne pas manquer pour les amateurs du genre. Alors il était très attendu, et bien Guild Wars 2, soulagement, ne déçoit pas du tout et il apporte bien ce vent de fraîcheur au genre MMO sur la base de 2 réussites principales. La première, c'est son flow qui est singulier et qui est très réussi, qui se base sur en fait un mélange entre des quêtes principales, des quêtes secondaires qui sont émergentes au décor, qu'on n'a pas besoin d'aller chercher auprès de PNJ et ensuite de rendre. Ça brise comme ça avec cette espèce de vieille logique immuable et statique des MMO. Quelque chose de très complet qui propose une expérience dynamique, plaisante et quelque chose vraiment, on en a pour notre argent malgré tout. Il donne aux joueurs l'objectif d'aller choper tous des points d'intérêt, des panoramas où le décor se rassemble en une belle image, en un tableau qui presque semble défini au départ par des artistes, par presque des peintures. Et cette qualité esthétique du jeu ressort à ce moment-là à son plein et gratifie vraiment le joueur dans sa recherche et dans son furetage approfondi. Moi ayant fait beaucoup du 1, forcément je suis un petit peu déçue parce qu'on perd beaucoup de ce qui faisait l'identité du 1, à savoir une arborescence de skills impressionnante, tout à réfléchir sur des combos, des combinaisons. Et là finalement on se laisse peut-être un petit peu trop guider par un personnage, par ce qu'il va pouvoir faire. Son PVP en plus pour l'instant ne déçoit pas et promet des batailles épiques telles qu'on n'en a pas vu depuis peut-être DAOC. Enfin c'est un des meilleurs PVP pour un jeu theme park, un des MMO theme park. Et pour le coup Guild Wars 2 s'impose presque sans mal comme le MMORPG incontestable de l'année. Donc à essayer à tout prix si vous avez un tantinet d'intérêt pour le genre. Passé maître dans l'art du recyclage à la sauce fanservice, Square Enix livre avec Theater Rhythm, un titre forcément attachant pour qui a parcouru les RPG dont le jeu de rythme reprend les mélodies. On apprécie les mécaniques simples et accrocheuses, moins les dizaines de DLC déjà disponibles. Theater Rhythm est à lui seul un paquet rempli de Madeleine de Proust et ça n'a pas de prix.
Alors certains d'entre vous vont peut-être s'insurger de l'absence d'un Darksiders 2 dans ce top du mois, et là de la présence de Theater Rhythm. Oui mais bon, que vous voulez où, c'est un vote, donc chacun met les jeux qu'il attend, et Theater Rhythm est revenu assez régulièrement. Pourquoi? Bah, ce petit FF, c'est un petit plaisir, on rentre chez soi, on fait quelques parties, on y retourne avec plaisir, c'est mignon, ça se prend vite en main. Genre de jeu comme ça, on se lasse pas et ça dure encore. Sur chacune des musiques que propose le titre, alors certes il y a tout un tas de contenus téléchargeables, on a envie de mettre des gifles comme d'habitude, mais en tout cas de ce qu'il y a de présent sur la cartouche, on s'amuse, on revit vraiment, je dirais pas jusqu'à dire l'histoire des jeux, mais en tout cas ça nous replonge tout ça dans ces beaux souvenirs de Final Fantasy qu'on a tous. C'est un vrai petit bonheur, donc allez-y, laissez-vous tenter si vous êtes fan de Final Fantasy. Quasiment créé de bout en bout par un seul et même homme, Dust and Elysian Tail est un beat'em all stylisé qui se démarque par un système de combat dynamique et spectaculaire. L'action n'est pas toujours très claire, mais le fun est sans cesse renouvelé par un système de combo exigeant, diablement bien pensé. Pour une quinzaine d'euros, difficile de trouver plus rafraîchissant sur le Xbox Live. Alors les plateformes de téléchargement, qu'elles soient d'une console ou d'une autre ou sur PC, ont cette faculté extraordinaire de voir émerger des miracles, comme celui qui est Dust and Elysian Tail. Moi, c'est vraiment mon coup de cœur, en tout cas pour cette année. C'est vraiment incroyable qu'on retrouve vraiment dans le jeu tout ce qui peut vraiment décrire, ce qui peut convenir au mot harmonie. On n'imagine pas le travail que ça a dû être, le temps qu'il a mis, parce que le jeu au final est juste absolument somptueux, ça bouge super bien. Il y a un gameplay qui est vraiment prenant. On y joue, on est vraiment emballé par ce jeu, c'est un vrai plaisir. Ce dynamisme de chaque instant, et puis également ce charisme du héros, cette quête qui promet beaucoup de moments épiques. Et c'est fou parce que c'est vraiment le genre de jeu qui dit mince, le jeu vidéo c'est vraiment pas mort, ça sera jamais mort, tant qu'il y aura des jeux comme ça qui continueront. Pour autant, vous pouvez en plus rétribuer correctement le travail d'un seul homme, et ça, chapeau. Malgré son orientation multijoueur bienvenue et une réalisation agréable, Dungeon Fighter Live ne va malheureusement pas au bout de son concept. Ce hack and slash très répétitif est illisible à plusieurs, en plus de proposer une progression hachée fatigante sur la durée. Face à Castle Crashers, sorti il y a pourtant déjà 4 ans, Dungeon Fighter n'a aucun argument valable à proposer. Inutile donc de tenter l'aventure, même à 800 points Microsoft. Alors pour Dungeon Fighter Live, moi j'étais vraiment la première à me dire mince, ce jeu ça va être une tuerie. Beaucoup les jeux en 2D, donc forcément je me suis dit waouh, du multi, on peut aller jusqu'à 4, graphisme un peu manga, super, je vais triper. Et finalement, on peut être que déçu par le fait que le jeu est couvert de maladresse de A à Z. Je me suis dit, comment est-ce qu'on a pu se dire ce jeu est pour le multi alors qu'on a l'impression qu'il n'a pas du tout été pensé pour. Bah mince quoi, ce jeu avait vraiment beaucoup d'atouts et finalement on en garde un goût amer. Sûre de sa force, la série Counter-Strike accueille un 3e épisode qui, s'il ne révolutionnera pas le jeu en ligne comme ce fut le cas il y a 13 ans, saura manifestement reprendre le flambeau des 2 précédents opus vieillissants. Le gameplay hybride et les quelques nouveautés suffisent à nous faire replonger dans les allées de Dust, Nuke et Inferno pour enchaîner les heures de jeu que l'on joue sérieusement ou pour le fun. À moins de 15 €, il serait criminel de ne pas au moins s'essayer une fois à la légende Counter-Strike. Alors certes, Counter-Strike Global Offensive n'est pas un grand jeu puisque Valve s'est contenté du minimum, service minimum, c'est-à-dire avec un prix déjà qui est en adéquation avec l'ambition du jeu, on va dire. On a vendu une quinzaine d'euros uniquement dématérialisé, mais il fait l'essentiel, c'est-à-dire qu'il reprend le principe de base qui est indémodable et intuable de Counter-Strike, qui est du 5 contre 5 avec une équipe qui pose la bombe, une équipe qui doit la désamorcer. C'est un FPS qui reste quand même exigeant et qui surfe sur le côté nostalgique en gardant les mêmes maps, même si elles sont remises au goût du jour, tout en lui donnant un petit goût plus actuel avec des modes de jeu taillés pour les débutants ou encore une réalisation un peu plus acceptable, même si on reste loin des ténors du genre. Donc du coup, le nouveau CS, c'est pas la légende qui revient, c'est pas le truc qui va tout tuer en ligne ces 10 prochaines années, mais en tout cas c'est une bonne façon sur console comme sur PC pour les nouveaux arrivants de s'y mettre et puis pour ceux qui auront envie d'avoir un jeu qui ressemble un peu à quelque chose, de lâcher CS 1.6 ou Source et de se retrouver tous ensemble là-dessus.